BFM Business. BFM Bourse, le club. C'est parti, quel potentiel sur les marchés pour la suite et quels enjeux autour de cette nouvelle semaine qui s'ouvre. David Calfon nous accompagne, président de Sanso Investment Solutions. Bonsoir David. Bonsoir Guillaume. Et notre autre coéquipier du club ce soir, Alexandre Taïeb. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bienvenue également, analyste et gérant de Sycomore Asset Management. D'ailleurs, on entame cette nouvelle semaine d'un très bon pied. Le CAC 40 gagne un peu plus d'1% en ce moment. L'Eurostoxx 50 gagne un peu plus d'1%. Les indices américains gagnent à peu près 1%. Pas mal, après la petite respiration très limitée de la semaine dernière. On va parler des grands enjeux de la semaine dans un instant, les publications, l'inflation surtout qui sera publiée demain, mais d'abord l'état des marchés, tout simplement. Respiration la semaine dernière, le CAC a perdu à peine 1%, puis on repart déjà de l'avant, on récupère plus d'1% aujourd'hui. Ça signifie qu'on en a encore pas mal dans le moteur pour poursuivre la hausse du début d'année, David ? Alors poursuivre, je ne sais pas. Ce qu'il faut juste mettre en perspective, c'est on parle de ce début d'année qui est historique. Je pense qu'on oublie très vite que les chutes de l'an dernier étaient aussi assez historiques, et surtout du fait qu'elles touchaient littéralement toutes les classes d'actifs en même temps. Donc voilà, donc juste un rebond qui est certes très sympathique, qu'on accueille avec bienveillance, mais voilà, il faut rester lucide. Finalement, on a juste fait que rattraper, on a fait un peu plus que rattraper la grosse baisse qu'on avait eue en décembre, qui était elle aussi tout à fait inhabituelle. Ouais. On n'est plus très loin des records absolus quand même. Oui. On est à 7002 là sur le CAC, le record absolu, il est à moins de 3%. Oui. On y est presque. Et dividendes réinvestis, on est au plus haut historique. Donc on peut bien sûr relativiser le rebond. Enfin, quand même, on est sur des niveaux absolument incroyables pour des économies qui étaient supposées être en récession. Face à de telles ampleurs de resserrement monétaire, c'est pas si mal. Oh, tout à fait. Mais il faut voir le scénario qu'ont acheté les marchés en ce début d'année. Cette hausse, elle s'explique pourquoi. Parce que tout de suite, les investisseurs ont anticipé la fin du cycle de resserrement monétaire des banques centrales et ont considéré que finalement, l'économie ne ralentissait pas autant que craint. Je ne vais pas dire autant que prévu, je dis autant que redouté, et que finalement, ce fameux scénario où tout va bien, finalement, on est sur cette ligne de crête où les banques centrales ont fait leur travail, ont durci leur politique monétaire, et de l'autre côté, l'économie finalement tient le choc et se montre résiliente. Tout ça se réalise, se matérialise. Il faut voir que c'est un scénario qui est quand même très optimiste. Et de mon point de vue, je pense qu'il va être compliqué d'avoir une année 2023 en ligne droite, parce que finalement, on a des forces de rappel des deux côtés. C'est-à-dire que soit l'économie va bien, et auquel cas, vu la force du marché du travail, notamment aux États-Unis, et une économie finalement assez résiliente, je ne vois pas comment l'inflation va se rapprocher de la cible des banques centrales qui n'a pas bougé, on est toujours à 2% d'objectif. Chez Sanso, on s'est beaucoup intéressé à ce que nous dit l'histoire sur les cycles d'inflation et de hausse des taux, etc. Et on voit que une fois que l'inflation a dépassé les 8%, il est assez facile de faire revenir l'inflation autour de 6%. Après, ça devient beaucoup plus dur. Et c'est là que le scénario idéal que les investisseurs ont acheté peut s'enrayer. C'est-à-dire que si l'économie est vraiment résiliente, les banques centrales vont commencer à envoyer des signaux en disant soit on fait encore une hausse de taux supplémentaire qui n'était pas forcément prévue, soit on douche un peu les espoirs sur la baisse des taux qui est déjà anticipée pour la fin de l'année. Nous, on ne la voit pas, très clairement. Mais donc on a cette force de rappel, ou bien si au contraire les banques centrales disent voilà, c'est bon, on a fini, c'est probablement que l'économie va montrer des signes de faiblesse significatifs. Donc ça va être compliqué de s'emballer et de tomber dans un scénario totalement euphorique de par ces forces de rappel. Soit l'économie tient et c'est les banques centrales qui vont donner de la voix, soit l'économie ne tient pas et on va s'inquiéter parce que l'économie ne tient pas. Les taux remontent depuis quelques séances, signe que les marchés anticipent une économie qui tient et donc des taux qui continueraient de monter au-delà de ce qu'on avait imaginé. J'ai envie de dire, les deux scénarios qui étaient assez divergents commencent à approcher converger, un tout petit peu, et ça converge comment ? Avec des investisseurs qui commencent à intégrer une politique monétaire un peu plus restrictive que prévu. Bon, même question pour vous, Alexandre. Cette hausse quasi en ligne droite, la semaine dernière, on a eu une petite respiration. On a perdu un peu plus d'1%, par exemple, sur le CAC, pareil sur les marchés européens. Quoique le CAC a plus reculé que la plupart des autres marchés européens. Et puis là, on récupère déjà la plupart des pertes de la semaine dernière. Ça remonte très vite. Est-ce que ça signifie que le marché en a encore beaucoup dans le ventre pour la suite ? Alors, il faut regarder un petit peu d'où on vient. La hausse de début d'année, elle s'explique en partie par des rachats de short. Si vous regardez ce qui s'est passé valeur par valeur, vous vous rendez compte que les valeurs qui ont été le plus délaissées en 2022 sont celles qui reviennent le plus fort en 2023.
que ce soit en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs. La tech, par exemple. La tech, par exemple. Tesla en premier, Tesla qui fait 100% de performance depuis le début de l'année. 100%. Oui. Ah oui. Donc c'est revenu très très vite. Sur le CAC 40 qui est revenu au plus haut historique, c'est très intéressant parce que le CAC 40 est un indice quand même très concentré, mais qui en termes de secteur est très diversifié. Ce qui fait que quand vous avez les valeurs de croissance qui fonctionnent bien, le CAC a plutôt tendance à bien fonctionner, notamment avec les valeurs du luxe. Quand l'énergie fonctionne bien, il fonctionne bien grâce à Total, et ainsi de suite. Pareil sur l'armement, vous parliez de Dassault Aviation, de Thales. Et il a aussi, quand la value fonctionne bien, les banques et l'assurance qui le tirent un peu vers le haut ou le font finalement moins baisser. Donc finalement, c'était l'indice un peu tout-terrain déjà de 2022. Oui. Et en 2023, il fait une très bonne performance. Et même si on revient plus loin, en 2021, c'était un des meilleurs performeurs mondiaux. Donc le CAC est assez spécifique. Grâce au luxe, nos tech à nous, quoi. Voilà, nos GAFAM à nous. Oui. Exactement. Là, si on prend un peu de recul sur les indices américains, on est quand même encore loin des plus hauts historiques. On a eu un vrai dégonflement, on a eu des vraies contractions de multiples. Donc pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a encore du potentiel ? Oui, il y a encore du potentiel parce que finalement le retour des long only, des investisseurs institutionnels, des fonds de pension aux États-Unis, c'est pas encore matérialisé. Donc on peut avoir un peu plus de potentiel, d'autant qu'on est en train de passer des points techniques. Maintenant, les chiffres macroéconomiques à court terme et à très court terme vont être primordiaux pour donner un peu la tendance des semaines à venir. Effectivement, demain, ça va démarrer demain, chiffre d'inflation demain aux États-Unis, prix à la consommation, d'autant plus attendu que les taux ont un peu remonté et qu'on a vu, c'est vrai, cette forme de reconvergence entre les attentes des marchés et le discours des banquiers centraux. C'est pas encore complètement aligné, mais ça se rapproche à nouveau un petit peu. La remontée des taux obligataires qui fait pression sur les valeurs de croissance. Le Nasdaq a signé sa première baisse hebdomadaire la semaine dernière avec la remontée des taux. Et donc, dans ce contexte, demain, un chiffre d'inflation qui sera particulièrement suivi. Est-ce que vous épousez le consensus qui attend un nouveau ralentissement des prix à la consommation aux États-Unis, ou est-ce que ce qu'on observe en Europe pourrait arriver aux États-Unis, à savoir une réaccélération de l'inflation? On l'a vu en France, on l'a vu en Espagne, on l'a vu tout à l'heure aussi pour ce qui concerne la Suisse. L'inflation réaccélère ici en Europe. On espère finalement un chiffre en ligne avec les attentes, exactement comme lors de la dernière publication. Il y a un gros point d'interrogation, c'est sur l'inflation cœur finalement, et notamment l'inflation des services. On sait que les effets de base sont plutôt favorables sur la partie immobilière, qui est quand même un gros poids dans le calcul de l'inflation. C'est 30% du calcul de l'inflation, l'immobilier. Donc on devrait avoir cette tendance de ralentissement qui se poursuit. Néanmoins, on peut avoir des effets contraires sur les services, sur le fait qu'on ait des effets de second tour, parce que l'inflation salariale, mine de rien, elle a quand même été forte. De janvier à janvier, on a une inflation salariale aux États-Unis qui est à plus de 7%. Et si vous avez changé de job entre-temps, une inflation salariale qui est plutôt à 15%. Donc, de penser que l'inflation va s'arrêter là, c'est un peu du wishful thinking, quoi. On espère que, mais on n'est vraiment pas sûr. Et pourquoi le chiffre de demain est primordial, notamment sur l'inflation cœur, c'est que quand on regarde la courbe, on a l'impression, et le marché a l'impression, qu'on a passé un pic. Ce qui n'était pas le cas en zone euro, où elle augmente de façon rectiligne. On est à des niveaux quand même plus faibles qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, on a l'impression qu'on a fait un plateau au niveau de 6% d'inflation. Donc, si on voit une inflation en baisse en dessous des attentes, oui, la tendance pourrait continuer. Au contraire, si on voit une réaccélération, ça risque de poser problème. Et alors prudence sur l'inflation cœur, donc sans tenir compte des prix de l'énergie et de l'alimentation, et d'autant plus de prudence que les chiffres des mois précédents ont été révisés à la hausse. Donc attention, est-ce que le pic est peut-être derrière, peut-être aux États-Unis, mais enfin l'ampleur du ralentissement n'est peut-être pas aussi importante que ce que l'on pensait jusqu'ici. C'est aussi cela qu'on essaiera de mesurer à travers le nouveau chiffre de demain, David. Oui, et c'est tout à fait l'enjeu. Encore une fois, je pense que personne n'imagine une inflation revenir à 8%, etc. C'est pas trop le sujet. Le pic, je pense que oui, il a été atteint, je pense, avec ces fameux points qu'on a atteints, 8-9%. Mais après, c'est la vitesse à laquelle ça rentre dans le rang. Et encore une fois, l'histoire ne plaide pas du tout pour un retour rapide autour des 2-3%. Et je pense que c'est ce qui risque d'agacer à un certain moment les banquiers centraux et ce qui risque finalement de prendre un tour un petit peu plus dur. On a été prévenus, les banquiers centraux nous l'ont dit. La croissance, on s'en fiche.
Nous, ce qui compte, c'est l'inflation. Ils sont devenus monomaniaques. Donc, même aux États-Unis, où ils avaient pourtant toujours eu cet objectif double, le double mandat, oui, à la fois l'inflation, mais aussi la croissance. Là, ils ont réaligné tout en disant non, on n'a qu'un seul objectif, c'est l'inflation. Si la croissance souffre, c'est pas grave. Donc, on a été prévenu, et je pense que acheter un scénario où tout va rentrer dans l'ordre, les banquiers centraux ont terminé le travail et puis on fait le calcul de, en moyenne, une fois que la dernière hausse de taux est passée, 7 mois après, ça rebaisse, etc. Ce ne sont que des moyennes et je pense que cette fois-ci, c'est pas forcément un cycle tout à fait normal, tout simplement parce que les montants d'actifs et le montant de liquidités qui ont été injectés dans l'économie ont été sans précédent, le gonflement des bilans a été sans précédent. Donc se dire oui, on fait la moyenne de tout ce qui s'est passé avant et puis on extrapole et puis hop, comme ça la première baisse des taux, elle est en fin d'année, il n'y a aucun problème. C'est un peu rapide. Donc ce que vous pensez, vous, c'est que même si les taux de marché remontent et viennent se réaligner peut-être un peu davantage sur ce que disent les banques, et feront sans doute les banques centrales, sans être complètement alignés encore, et encore du chemin, on est d'accord, vous dites les marchés restent à ce stade encore trop optimistes. Et alors les marchés obligataires et le marché action est trop haut ou pas? Ou est-ce que, alors voilà, on a eu cette dynamique de hausse, cette rapidité de la hausse, mais en termes de valorisation, on n'est pas du tout sur des records. Donc peut-être que du point de vue des valos, on peut se rassurer en se disant, bon, ça va, on n'est pas sur des excès pour autant. Alors sur les marchés actions, moi j'aime bien regarder la dynamique bénéficiaire, ça parce que c'est ce qu'on achète. Donc, et ce qu'on voit aux États-Unis, où on a quand même pas loin de 400 sociétés qui ont rapporté sur 500 du S&P 500, c'est que finalement, bon, on va passer rapidement sur le nombre de surprises qui, depuis 20 ans, c'est toujours des bonnes surprises, entre 2/3 et 3/4, donc on va passer là-dessus. Mais en revanche, on voit que finalement, les résultats, c'est un de mes collègues qui me disait, ça plie, mais ça ne rompt pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en légère baisse year on year, on est d'une année sur l'autre, on est à peu près à une baisse de 2%. On a quand même des attentes qui se sont ajustés sur les bénéfices dans des trimestres à venir. On a maintenant des légères baisses qui sont anticipées. Pour autant, bon voilà, il n'y a pas d'euphorie non plus là-dessus. Donc encore une fois, anticiper un rebond significatif très rapide, ou du moins sur le rythme qu'on a eu en ce début d'année, c'est à mon avis assez utopique. Ok, donc vous êtes mal à l'aise avec les niveaux de valorisation du coup ou pas aujourd'hui? Quand vous regardez l'Europe, on est à quoi depuis le rebond? On est à 12 sur les PE, les ratios cours sur bénéfices en Europe? En niveau de valorisation, on n'est pas très tendu. On est bien. On a de la marge pour progresser. Ce qui est intéressant d'ailleurs, et c'est plutôt rassurant, c'est que quand on prend un petit peu de recul, quand on regarde depuis par exemple 2017, on voit que finalement la hausse des marchés ont été tout à fait justifiée par la hausse des bénéfices sur la période. Donc c'est assez rassurant de voir que finalement les marchés rémunèrent bien la croissance des bénéfices sur les marchés actions. Donc non, c'est pas qu'on est trop tendu, c'est plus un sentiment un peu euphorique sur le thème ça y est, tout est réglé. Vous sentez de l'euphorie dans le marché ou vous estimez au contraire, Alexandre, que les marchés depuis le début de l'année certes montent fort mais montent avec un certain scepticisme quand même? Au contraire, peut-être déjà des signes d'euphorie qui nous emmèneraient peut-être vers un dégonflement de cette hausse des marchés. La montée peut sembler fragile depuis le début de l'année. Néanmoins, oui, il y a une certaine euphorie quand on voit des variations quotidiennes très élevées sur des valeurs qui étaient très délaissées. Donc oui, il peut y avoir une certaine euphorie. Il y a un peu de peur de rater le rebond qui alimente quand même une partie de la hausse. Donc tout n'est pas parfaitement fondé. Je reviens sur la question, est-ce que le marché est trop haut ou pas ? Finalement, c'est en fonction du scénario qui va se matérialiser. C'est-à-dire que si, comme on le dit, et je suis tout à fait d'accord avec David, le marché est trop optimiste par rapport à ce que va faire la Banque centrale, c'est pas très grave. Parce que ça veut dire que le cycle se prolonge. Qu'il n'y a pas de récession, que tout va bien, que l'inflation est encore là. Vous voyez plutôt le verre à moitié plein. Là-dessus, oui. En revanche, et il faut s'en rappeler, parce qu'on se rappelle souvent de 2019, mais un pivot de la Fed, en général, sur 3, 6 et 12 mois, c'est une performance du marché action qui est négative. Ah bon? Eh oui. Quand la Fed stoppe ses resserrements monétaires, voire commence à baisser ses taux, sur les marchés actions, on l'avait tellement déjà anticipé que ça se traduit par une baisse. C'est surtout que le pivot intervient pour, en général, une raison économique forte. Et une récession ou un net ralentissement. Et donc ça prend plus le devant sur le marché. Donc là, le marché s'inscrit plutôt dans un scénario où la récession qu'il voyait il y a encore 1 ou 2 mois ne se matérialise pas. Certes, les banques centrales vont un peu plus loin, même si aujourd'hui c'est pas pricé dans le marché,
Mais finalement, même pas mal, le cycle économique continue et les bénéfices sont plutôt de bonne facture. On parlera dans un instant, juste après la pause, juste après avoir retrouvé Sabrina Quagliozzi à New York, on parlera quand même de la Commission européenne qui anticipe pour cette année en Europe finalement une croissance proche d'1%. Elle triple sa prévision de croissance pour cette année. Elle passe de plus 0,3 à plus 0,9 pour l'ensemble de 2023, tout en attendant un ralentissement net de l'inflation. Là, c'est le scénario boucle d'or que voit la Commission européenne. Vous nous direz si vous donnez crédit à ce scénario pour la suite. Mais on voit qu'il est acheté par les marchés, ce scénario, puisque l'Europe fait un peu mieux d'ailleurs que Wall Street aujourd'hui. Le CAC 40 gagne 1,1%, tout comme l'Eurostock 50, alors qu'à Wall Street, on progresse aussi, mais un tout petit peu moins. On va rejoindre sur place à New York Sabrina Quagliozzi depuis New York. Bonjour, rebonjour Sabrina, notre correspondante permanente sur place. Bonjour. Ravi de vous retrouver. On entame cette semaine dans le vert chez vous aussi quand même. Bon début de semaine, Sabrina. Oui, et puis figurez-vous qu'on accélère les gains par rapport au début de séance, qui était un tout petit peu hésitant, c'est vrai, notamment du côté du S&P 500 et de l'indice Nasdaq. Figurez-vous que maintenant, le Nasdaq prend 1,4% pratiquement, et Nasdaq qui est en tête, 11 875 points. Le S&P 500 affiche une hausse de 0,9%. On repasse bien au-dessus des 4100 points, 4127 points pour le S&P 500. Le Dow Jones, de son côté, affiche une hausse de 0,1%. On est à 34 140 points sur l'indice. L'indice Dow Jones porté par la belle progression de valeurs comme Microsoft, en tête des plus fortes progressions. L'indice Dow Jones, Microsoft, qui affiche un gain actuellement de 3,7%. Gain pour Nike de plus de 2,2%. Salesforce également, parmi les plus fortes hausses de l'indice Dow Jones, ou encore Intel, bien orienté également. Avec des marchés, bien sûr, qui se reprennent après avoir bien reculé la semaine dernière. L'indice Nasdaq a enregistré une baisse sur l'ensemble de la semaine de 2,4%, plus forte baisse depuis décembre. Rebond donc sur ce début de semaine sur les marchés, dans une semaine qui sera marquée par de grands rendez-vous. Du côté de l'inflation, avec l'indice des prix à la consommation à surveiller, déterminant bien sûr cet indice pour l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. On aura également à surveiller cette semaine les ventes au détail. Beaucoup de résultats d'entreprises encore cette semaine, avec Coca-Cola parmi les publications à surveiller. Coca-Cola, vous avez également Roblox, Roku, Cisco, Hasbro ou encore DoorDash qui seront au rendez-vous cette semaine. Aujourd'hui, du côté de l'actualité entreprise, c'est plutôt calme. Vous avez Meta qui se distingue. Meta qui prend 3,5% actuellement. Selon le Financial Times, le groupe s'apprête à tailler de nouveau dans ses effectifs après avoir déjà licencié plus de 11 000 personnes en novembre dernier. Meta qui s'est bien repris d'ailleurs depuis le début de l'année. Si on regarde l'évolution du titre en bourse, c'est une progression de plus de 44%. Novavax également sur le devant de la scène. Le titre affiche une hausse de pratiquement 2% alors que le gouvernement américain a accepté d'acheter 1,5 million de doses supplémentaires de son vaccin contre le Covid-19. Enfin, Caterpillar, beaucoup de commentaires d'analystes aujourd'hui. On suivra celui de Baird qui a baissé sa recommandation sur Caterpillar. Donc on passe de surpondéré à neutre sur la valeur, et Caterpillar ne profite pas à la hausse du jour. Le titre recule de 0,6%. Un marché, donc action qui grimpe en ce début de semaine, avec un marché obligataire qui se détend, 3,73. Le pétrole, de son côté, affiche une légère baisse, moins 0,26%. Et donc ce marché action qui grimpe et qui accentue ses gains par rapport à l'ouverture, Guillaume, plus 0,7% désormais, 200 points, 278 points. Pour l'indice Dow Jones, le S&P 500 prend 0,8% et le Nasdaq en tête, donc plus 1,3%. Merci Sabrina, et vous nous accompagnez tout au long de cette séance américaine, bien sûr depuis New York. Ici à Paris, on suivra Michelin après la clôture des marchés. Ce sera à 18h la publication attendue de Michelin, les perspectives aussi. La première des 11 entreprises du CAC qui doivent publier leurs résultats cette semaine. Ce sera une lourde semaine du côté des publications ici en Europe. On en parle avec nos experts du club, nos équipiers toujours à mes côtés. Alexandre Taïeb pour Sycomore AM et David Calfon pour Sanso Investment Solutions. La Commission européenne, waouh! Alors elle nous a fait un relèvement de prévision de croissance absolument magnifique. Elle triple sa prévision de croissance finalement, la Commission européenne pour cette année. Elle la voit à plus 0,9 au lieu de plus 0,3. On éviterait donc la récession technique. Même là, même au cœur de l'hiver, il n'y aura pas de récession en Europe, nous dit la Commission, avec la baisse des prix de l'énergie qui fait du bien, puis la réouverture chinoise aussi. Et c'est encore mieux parce que non seulement on aura une accélération de la croissance, nous dit-elle, mais en plus une baisse de l'inflation. Est-ce que ce scénario, vous l'achetez? Ce scénario boucle d'or, en l'occurrence. Alexandre. L'augmentation de la croissance, oui. Sur
surtout le fait qu'on n'ait pas de récession technique T4, T1 à l'échelle de la zone euro nous va bien, puisqu'il y a encore quelques mois, on pensait que les industries allemandes allaient fermer les unes derrière les autres du fait de la crise énergétique, qui n'a pas eu lieu, du fait que les températures étaient clémentes, mais aussi qu'on ait reçu beaucoup plus de gaz naturel liquide que prévu. Les stocks sont à des niveaux rarement vus pour cette période de l'année en Europe. Tout à fait. Et en fait, ça fait dire, et je pense que c'est l'explication du triplement de la prévision de croissance de la Commission européenne, ça fait dire à beaucoup d'experts, en tout cas de plus en plus, qu'en fait, non seulement l'hiver 2022-2023 n'est pas un problème, mais que l'hiver 2023-2024 ne sera pas un problème. Celui dont on disait, attention, le risque est encore plus important. Exactement. Donc là, ça retire une épine du pied énorme à la Commission européenne. Sur l'inflation, il y a quand même un peu de désir là-dedans. C'est-à-dire que finalement, la Commission européenne ne peut pas prévoir s'il va y avoir un nouveau boom des prix de l'énergie. On a eu certes un flux de gaz naturel liquide qui est arrivé très très fort, 55 milliards de mètres cubes en plus en 2022 pour l'Europe, mais on a eu 22 milliards en moins demandés par la Chine, qui rouvre. Donc est-ce que demain on va pas se battre pour le LNG comme on s'est battu pour les vaccins Covid il y a encore quelques temps ? Point d'interrogation. Ça, la Commission européenne, elle peut pas le savoir. Donc elle fait des projections, et sur l'inflation, je la trouve un petit peu optimiste. Sur la croissance, bon, pourquoi pas, oui, croissance molle, on sera dans ces eaux-là, alors que ce soit entre 0,3 ou 0,9, finalement, l'essentiel du scénario est préservé, c'est qu'il n'y aura pas de récession pour la zone euro en 2023, et ça, on est plutôt d'accord. Et ce qui est intéressant dans la prévision, alors vous avez effectivement, l'aléa énergétique nous échappe en partie, on verra comment les prix évoluent avec le retour de la demande chinoise sur le gaz, mais ce qui est intéressant, c'est que la Commission voit une croissance finalement bien supérieure à ce qu'on avait anticipé jusqu'ici pour 2023, mais pas d'effet de second tour. C'est-à-dire que l'inflation se tasserait. Alors certes, peut-être en étant optimiste sur l'évolution des prix de l'énergie, mais ça signifie aussi qu'à ses yeux, on éviterait sans doute des effets de second tour. Pour 2024, par exemple, la Commission européenne voit l'inflation revenir quasiment dans les objectifs de la BCE, à 2,5% pour la Commission. Oui, alors ça, j'y crois pas du tout. 2,5 en 2024, ça me paraît très très optimiste. Des effets de second tour, il pourra quand même y en avoir. Je rappelle que la zone euro est... pour la zone euro au plein emploi, enfin disons un taux de chômage qui est extrêmement bas, au plus bas historique, ouais. Voilà. Donc on a quand même des hausses de salaire, on va en avoir d'autres, donc il devrait y avoir en partie un effet de second tour que la Commission européenne, là, dans sa prévision, visiblement, ne prend pas en compte du tout. Donc là, je pense que là aussi, c'est un petit peu erroné. Il y a encore beaucoup de drivers de l'inflation qui devraient faire que l'inflation reste haute. Et comme le disait très bien David, c'est facile de ramener l'inflation de 10 ou de 8 à 6 et beaucoup moins sur la deuxième partie de la ramener à l'objectif de la Banque centrale. En général, il a fallu une récession. Il y a eu quelques soft landing réussis. On parlera sûrement de 2023 en disant que c'était un soft landing réussi, mais l'inflation restera bien au-dessus de la cible de la Banque centrale et en 2024 probablement aussi. Vous n'achetez pas non plus 100% du scénario de la Commission européenne, David ? Oui, je crois que je suis totalement en phase avec le scénario qui vient d'être énoncé. C'est-à-dire Est-ce que vous achetez 0% de ce scénario ou quand même une partie du scénario ? C'est-à-dire, je crois que je suis à 0% en fait, hein, parce que sur le volet inflation, hein, encore une fois sur le volet inflation. Donc je ne sais pas si vous appelez ça 0 ou 50%, parce que plutôt 50. Voilà, je pensais aussi à la croissance. 50% c'est la croissance, 50% l'inflation. Les 50% de l'inflation, non pas du tout. C'est intéressant, c'est qu'au même moment, on a cette prévision de la BCE, et au même moment, on a la grande distribution qui émet un gros signal d'avertissement en disant attention, au mois de mars, les prix vont repartir à la hausse parce qu'on a des contrats de 1 an qui viennent de tomber, qui viennent d'être renouvelés, etc. Et donc, au mois de mars, on va revoir une nouvelle vague d'augmentation du prix de l'alimentation dans les supermarchés. Donc, voilà, tous ces signaux-là, et pardon, je dis juste un mot quand même, on a quand même sur le pétrole, donc effectivement, donc l'impact de la Chine, c'est le gaz, c'est aussi le pétrole. On a aussi nos amis russes qui mettent un peu de pression en réduisant les capacités de production pour faire monter un peu la pression sur l'Europe. Voilà, il ne faut pas oublier que ce risque géopolitique, on l'a toujours, et que la réouverture de la Chine va peser sur les matières premières. Donc, encore une fois,
les 2% en 2024. Mais ça va peser sur les matières premières, mais ça va aussi libérer un certain nombre de chaînes d'approvisionnement. Oui, alors en fait, ça se joue en deux temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, ça allège les contraintes d'approvisionnement, etc. Mais dans un deuxième temps, on rentre dans la concurrence. Et c'est pour ça que... C'est dans ce ordre-là que ça se passe. Normalement, oui. Et c'est pour ça que l'hypothèse de 2024 me paraît totalement utopique. Donc attention à la deuxième partie de l'année 2023 sur le front de l'inflation qui pourrait réserver de mauvaises surprises éventuelles. Oui, mais ce qui est intéressant malgré tout, et je tiens à le souligner parce que là on attend... Notre discours là depuis ce début est un peu de dire... Surtout le vôtre, David. Très bien. Pas super optimiste. Je l'assume totalement. Mais ce qu'il faut voir malgré tout, et ça c'est quand même bon signe, c'est que les anticipations d'inflation aux États-Unis restent ancrées autour des 2%. Et donc ça, c'est important parce qu'on est légèrement au-dessus des 2%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malgré tout, dans tous ces mouvements qui se font, les investisseurs trouvent que les banques centrales sont crédibles sur le sujet de la lutte contre l'inflation. Donc ça, globalement, en termes de stabilité financière, c'est plutôt rassurant. Il faut quand même prendre les bons signaux. Pour l'instant, bien joué les banques centrales. Hein. Exactement, tout à fait. Oui. Bon, pour la suite, alors toujours, on essaie de se projeter. La Chine, elle pourrait aussi exporter de la déflation. On voit les prix à la production chinois reculer, mois après mois. Moins 0,8 encore le mois dernier sur un an. Et avec la réouverture, l'Europe, très connectée à l'économie chinoise, l'économie européenne, notamment l'Allemagne, à travers le commerce, pourrait profiter de cette... bon, c'est même pas un ralentissement de l'inflation, c'est cette déflation chinoise sur les prix à la production. Est-ce qu'elle pourrait exporter de la déflation, la Chine, même si elle rouvre ? Alors, pour le moment, on ne le voit pas. Pour le moment, on ne le voit pas. Quand on regarde les dernières enquêtes des directeurs d'achat, les derniers PMI qui sont sortis, quand on voit la décomposition sur l'inflation, on voit donc les fameux input price et output price. Et les input price, donc les prix à l'achat des entreprises, ont commencé à remonter un peu. Donc c'est compliqué de voir tout de suite que tout ça va rentrer dans l'ordre immédiatement. Du coup, vous faites quoi l'un et l'autre ? Je caricature, hein. David Calfon un peu plus pessimiste qu'Alexandre Taïeb. On peut présenter ce débat ainsi. Vous assumez aussi, Alexandre, d'être peut-être un peu moins pessimiste que David sur le potentiel des marchés ? Plutôt plus optimiste qu'il y a 3 mois, donc plutôt optimiste, disons, oui. Comment est-ce que vous agissez en étant plus optimiste sur le marché aujourd'hui ? Vous achetez davantage de valeurs de croissance ? On les a vues bien performer depuis le début de l'année ? Ou au contraire, c'était un feu de paille, plutôt la value, plutôt défensif ? Comment est-ce que vous faites ? On ne se porte pas tellement sur le combat value-croissance. Okay. On se porte sur le combat cher, pas cher. C'est-à-dire que si à partir du moment où notre scénario est pas de récession et une banque centrale qui serait plus au resserrement que ce que n'anticipe le marché, on va chercher des valeurs qui ont des price-earning ratios plutôt faibles et des chiffres d'affaires qui ont plutôt tendance à augmenter. Si je devais caricaturer, je dirais finalement mon scénario c'est pas de récession, donc je cherche les valeurs qui ont pricé 2 fois la récession. En fait, c'est ça. Et il y en a. On a eu toute la partie minière et les valeurs autour des métaux qui sont extrêmement peu chères et qui profitent et à la fois de la baisse des coûts de l'énergie et de l'augmentation du prix des métaux. Donc, c'est des valeurs qui ont plutôt bien performé et qu'on apprécie. Les bancaires, les banques qui reviennent très fort, hein, qui ont pour la plupart publiés en Europe et qui ont fait plutôt de bonnes publications, notamment en Europe du Sud. Et le dernier point, c'est les valeurs de consommation discrétionnaire. Parce que la consommation, même si la tendance est plutôt à la décélération, elle tient. On est au-dessus des niveaux d'avant Covid. Ce sont des valeurs qui ont quand même fortement baissé en 2022 et qui reviennent aujourd'hui. Donc ça nous paraît intéressant parce que on pense, encore une fois, cette année, que la consommation ne va pas s'arrêter. La consommation va tenir du fait qu'on ait un marché de l'emploi extrêmement resserré. C'est ça, ce qui tient les salaires. Et c'est presque psychologique, j'allais dire. Oui. C'est que à partir du moment où les gens n'ont plus peur ou ont moins peur de perdre leur emploi, ils ne changent pas leur mode de consommation. Alors ça a peut-être changé avec la fin du bouclier tarifaire, parce qu'on n'a pas du tout incité les gens à faire attention à leur consommation énergétique. Peut-être que là, ça va devenir un peu plus le cas. Mais encore une fois, c'est marginal. On pense que le chiffre d'affaires, les bénéfices des valeurs de consommation qui ont très bien réussi à faire passer les hausses de coûts en hausse de prix vont être plutôt porteurs. Vous pensez à quel titre en particulier ? Je vais en citer un en Europe et un aux US, Inditex en Europe,
Donc, La maison Zara. mère de Zara. Zara. Ouais. Et Ralph Lauren ou Lévi-Strauss, typiquement aux US. Ah oui, Ralph Lauren, on est un cran au-dessus en termes de Premium. gamme. Oui. Ouais, voilà, 2 crans au-dessus même. De votre côté, David, quel choix d'allocation pour la Non. suite, en étant un peu moins optimiste Oui, qu'Alexandre? alors, nous, en termes d'allocation d'actifs, sur les actions, on est neutre, comme on dit. Oui. Voilà, donc on n'est pas sous-pondéré non plus, hein, mais Ouais. on est neutre. En revanche, il y a Et quand vous même- nous avez dit tout à l'heure, juste pour être hyper précis, en effet, pas trahir vos propos, que la valorisation des marchés en Europe ne vous pose pas de souci Exactement. aujourd'hui. On n'est pas dans des excès à vos yeux. C'est exactement ça, et c'est pour ça qu'on est à la neutralité au niveau des actions. En revanche, il y a une classe d'actifs qui nous rémunère assez bien pour attendre, c'est le crédit court terme, donc les obligations d'entreprise court terme. Donc on est toujours là sur entre le 1-3 ans, sur les obligations d'entreprise de risque mesuré, hein, donc on est entre double B, voilà ce qu'on appelle le crossover, double B, triple B, on est quand même à 4,5% de rendement. Pour attendre, c'est pas mal. L'histoire d'y voir un petit peu plus clair. Et une fois que les scénarios se seront un petit peu ajustés entre les marchés et les banquiers centraux, on sera là pour revenir. Comme quoi, il y a encore des liquidités prêtes à s'investir dans le marché action. Oui. Ça monte, mais il y a encore de la retenue. C'est ce dont vous nous témoignez aussi aujourd'hui. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. David Calfon, président de Sanso Investment Solutions, et Alexandre Taïeb, analyste gérant de Sycomore AM. Bonne soirée, messieurs.